Je vais essayer de vous faire partager un peu, en quelques minutes, le panorama de la stratégie régionale en e-santé tel qu'il se présente aujourd'hui, quelques mois seulement après la fusion, puisque finalement la région Occitanie existe depuis quelques jours et la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées existe depuis 6 mois, tout juste. Donc finalement, il y a ici, je crois, beaucoup d'industriels qui mesurent le fait que 6 mois pour faire une fusion, finalement, il n'y a rien de trop et que donc les éléments que je vais partager avec vous sont des éléments qui commencent à constituer l'ossature d'une démarche d'action, parce qu'on est évidemment très attentif à rester dans l'action, mais une stratégie dont je vous expliquerai tout à l'heure comment nous allons la faire dans les mois qui viennent. Ah, il faut que j'appuie sur le bouton. Voilà. Donc vous voyez le canal du Midi qui symbolise finalement le cordon ombilical entre les deux ex-régions, et avec des platanes qui ont aussi été éprouvées par la rigueur des temps, comme on le sait, mais qui finalement survivent et se renouvellent là aussi. Et puis vous voyez la croix occitane avec la forme de cette grande région en dessous, et la croix occitane qui a été numérisée pour la circonstance, pour essayer de vous montrer que finalement, à travers la tradition de la croix occitane, nous essayons aussi de garder une forte logique d'innovation. Donc, un petit mot et peut-être 2 ou 3 chiffres pour vous rappeler un sondage qui est assez récent. Et puisque l'Ipsos l'a publié il y a quelques jours seulement, qui permet peut-être de mieux connaître quelques éléments des attentes de la population générale. D'abord, 78% des Français se sont déclarés dans ce sondage prêts à rendre accessibles numériquement leurs données médicales. Je ne suis pas persuadée que le chiffre aurait été identique il y a quelques années, et en tout cas, il est finalement assez prometteur et assez révélateur du cheminement des esprits dans ce domaine et du fait qu'aujourd'hui, l'appropriation par la population de l'intérêt que peut représenter le chaînage de données médicales pour la prise en charge de chacun est quelque chose qui a beaucoup progressé. Un chiffre également que j'ai trouvé extrêmement intéressant, qui est que 68% des Français pensent qu'une utilisation plus importante de la technologie va améliorer la qualité et la coordination des soins. Ça aussi, il y a quelques années, je ne suis pas persuadée qu'on aurait obtenu le même résultat, et je suis même à peu près persuadée qu'on aurait obtenu un résultat inverse. Parce qu'en réalité, longtemps, la population a considéré que les progrès de la médecine et les progrès de la prise en charge, c'était soit une relation directe avec un professionnel de santé, soit un apport technologique. Il nous a fallu beaucoup de pédagogie, mais il a aussi fallu que le monde change pour qu'on persuade la population que les deux n'étaient pas exclusifs et que l'un pouvait compléter l'autre. Le chiffre est encourageant, encore que 68%, vous voyez, ça montre quand même qu'il y a un peu de chemin à faire, mais en tout cas, le chiffre démontre que sans doute on a rendu plus lisible le fait qu'il n'y avait pas d'exclusivité et que la technologie pouvait être un apport, un complément, non pas un substitut, aucune ambiguïté là-dessus, mais un vrai complément pour faciliter la coordination, pour faciliter l'accès aux soins et pour faciliter finalement la continuité des soins. Et sur fond d'explosion des maladies chroniques, c'est vraiment un point qui me paraît important. Donc, nous avons là, évidemment, des chiffres qui interpellent dans la façon dont la population réagit. Et je voudrais en rajouter 2 qui m'ont paru intéressants, toujours dans le même sondage. 81% des sondés ont déclaré que les technologies santé pouvaient réduire, d'après eux, le risque d'interaction médicamenteuse. C'est un point effectivement important, là encore, qui montre que l'intérêt de l'exploitation de la donnée pour la prise en charge individuelle est désormais rendu assez lisible. Et finalement, tout ça, je suis persuadée que si on crante des sondages comme ça dans le temps, on verra que les choses évoluent probablement, et qu'elles évoluent sans doute aussi parce que nous faisons l'effort de rendre intelligible l'apport de la e-santé comme étant vraiment un complément irremplaçable, mais en même temps maîtrisé et bien instillé dans la pratique de prise en charge de tous les jours. Ce que veulent dire aussi ces chiffres et leur prise en compte, c'est que nous devons aujourd'hui, me semble-t-il, dans la santé, comme dans tous les domaines, et peut-être plus encore dans la santé, être très à l'écoute de ce que les populations nous disent. Et être à l'écoute, ça veut dire l'être à travers des vecteurs techniques qui nous permettent aujourd'hui de l'être d'une manière plus
instantanées. Ce n'est pas nécessairement toujours une bonne chose, mais en tout cas plus larges. Nous avons dans nos institutions des instances représentatives et nous avons installé le 30 juin la conférence régionale de santé et de l'autonomie de la grande région. La conférence régionale de santé et de l'autonomie, c'est 108 personnes qui représentent les institutionnels, en particulier les collectivités territoriales, qui représentent les usagers sanitaires et médico-sociaux, qui représentent les professionnels de santé, des opérateurs de santé au sens large, et qui représentent les partenaires sociaux. C'est un premier point, et c'est pour nous un ancrage essentiel. Mais à côté de ça, nous devons aujourd'hui entendre qu'il est important de pouvoir travailler d'une façon plus directe avec la population, dans des conditions qu'aujourd'hui la technique rend possible. Et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, dans le cadre du prochain projet régional de santé, j'aimerais assez qu'on puisse réfléchir avec la conférence régionale à la manière d'élargir un peu la démocratie sanitaire pour pouvoir être plus à l'écoute des territoires et d'une façon un peu plus directe. Aujourd'hui, les outils techniques nous le permettent. Ah, il faut vraiment appuyer sur le bouton. Il n'y en a qu'un qui marche. Bon. Dans les choses que nous avons aujourd'hui dans le panorama, il y a un point qui me paraît particulièrement important, c'est de qualifier d'où nous partons. Et si on essaye de regarder les choses à l'échelle de la grande région, et là vous avez volontairement des exemples qui sont issus des réalisations de chacune des deux ex-régions que nous fusionnons aujourd'hui. Plus de 1000 patients en suspicion d'AVC ont été pris en charge par télémédecine en Ariège et en Haute-Garonne en 2015. 1000 patients qui ont pu bénéficier des soins au meilleur état de la technique, au meilleur état de la science acquise, comme disent les juges, et qui n'auraient pas pu le faire parce que leur territoire était aujourd'hui dépourvu d'une compétence de neurologue. Ça veut dire 1000 pertes de chance que nous avons pu éviter. Moi, j'ai des plaisirs simples en tant que directeur général d'agence. Et ça, vraiment, ça fait partie de mes plaisirs simples que de se dire que 1000 fois dans une année, c'est-à-dire 3 fois par jour, on a été capable d'apporter une solution qui, par un vecteur technique, qui pour les patients n'a aucune importance et qui est parfaitement transparent, on a été capable de diffuser une expertise qui a évité une perte de chance. Si on prend un exemple dans un champ un peu différent, mais là aussi utile et opérationnel, un peu plus de 13 000 connexions au répertoire opérationnel des ressources en Languedoc-Roussillon. Qu'est-ce que c'est que le répertoire opérationnel des ressources? C'est un dispositif qui permet de savoir, presque en temps réel, ou en tout cas dans des dispositions, dans des informations rafraîchies plusieurs fois par jour, quel est l'état de disponibilité de l'offre de soins. En pratique, je cherche une place, je cherche un recours à un endroit, je vais consulter le répertoire opérationnel et je sais que je peux adresser mon malade et m'aiguiller dans telle ou telle direction. 13 000 connexions, ça veut dire que 13 000 fois, dans les 5 départements de l'ex-Languedoc-Roussillon, des professionnels ont eu besoin de s'éclairer sur les ressources disponibles et ont permis comme ça de mieux orienter la prise en charge des malades. Là aussi, un peu d'utilité quand même. Et puis, 60 000 messages sécurisés. 600 000, pardon. Je trouvais que le chiffre était faible, en effet. 600 000 messages sécurisés échangés entre les établissements de soins et les médecins de ville dans une année sur l'ex-région Midi-Pyrénées. Ça veut dire que 600 000 fois, on l'espère, des informations qui concernent un patient ont réussi à être disponibles auprès de leur médecin traitant dans un délai qui n'était pas le délai d'expédition d'un courrier, qui n'était pas le délai de transmission d'une ordonnance, etc. Et que 600 000 fois, on a évité que ça transite par des messageries qui sont celles par lesquelles j'aime pas beaucoup que les données de santé transitent. Et donc, là aussi, un intérêt opérationnel assez évident que de permettre l'utilisation des technologies d'aujourd'hui dans un cadre sécurisé, structuré, est fait pour ça. Vous le voyez, ces indicateurs, on aurait pu en prendre d'autres, mais en tout cas, on aurait pris toujours ces illustrations dans des indicateurs d'usage. Parce qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est surtout de pouvoir identifier les usages. On peut toujours imaginer qu'on va entreprendre des évaluations au long cours, et il en faut. Mais pour autant, ce qui guide aujourd'hui nos pistes d'action, nos pistes d'intervention, c'est beaucoup de pouvoir monitorer les usages. Parce que si on attend les résultats d'évaluation au long cours, on ne fera jamais rien.
et les techniques iront plus vite que nous. Et c'est pas par hasard si je mentionnais la messagerie sécurisée. Moi, quand je suis arrivé en Midi-Pyrénées, on m'a expliqué qu'il y avait un projet de messagerie sécurisée en l'écartant. Et qu'un jour, la ZIP aurait des référentiels et qu'elle aurait un produit sur étagère qui serait commode. Mais en réalité, un jour, en matière numérique, ça ne fonctionne pas. Parce que vous avez tous les outils qui sont disponibles toujours, et très vite. Et donc, c'est important de ne pas être en retard par rapport à l'offre générale, parce que sinon, les choses se font sans vous, et elles se font mal. Moi, je n'avais pas envie que des données de santé transitent par des messageries ordinaires. J'avais pas envie que Gmail puisse avoir accès, Gmail ou les autres d'ailleurs, puissent avoir accès à des données de santé. Or, il est évident que les professionnels de santé, si vous ne leur proposez pas un outil qui correspond aux usages dont ils ont besoin, trouvent des stratégies de contournement plus commodes. C'est normal, on fait tous comme ça. Donc, notre challenge, c'est vraiment d'être attentif aux besoins en termes d'usage et de pouvoir proposer dans un délai qui va bien, et ce n'est pas le plus facile toujours, un dispositif qui est celui qui correspond aux pratiques qu'on souhaite. Si on essaye de regarder ensemble quels sont les défis qui sont devant nous et le cadre dans lequel nous nous situons. Vous le savez, le début de l'année 2016 a vu le vote de la loi de modernisation du système de santé qui porte un certain nombre d'innovations. J'en ai choisi là 3 pour vous. Le premier, ce sont les groupements hospitaliers de territoire, en plein dans l'actualité de la semaine. Les groupements hospitaliers de territoire, nous en avons défini le périmètre par un arrêté que j'ai signé pour la région vendredi. Donc c'est vraiment tout frais. Qu'est-ce que c'est les groupements hospitaliers de territoire? Ce sont des dispositifs souples. Il ne s'agit pas de fusionner des entités juridiques. Mais ce sont des dispositifs qui font qu'on dit à des établissements d'un même territoire, dans un périmètre qu'on a essayé évidemment de réfléchir en fonction des bassins de vie. Donc ce sont des groupements qui permettent aux établissements de mettre en commun un certain nombre de choses. Les systèmes d'information sont vraiment au premier rang des dispositifs qui sont ciblés par le décret qui crée ces groupements hospitaliers de territoire comme étant un sujet de mutualisation important à conduire. On sait que c'est un chantier de longue haleine, mais si on ne le commence jamais, on ne le terminera jamais, par définition. Donc c'est bien que nous ayons là l'occasion de le démarrer. Et j'ai lu ce matin, comme vous peut-être, une étude qui dit finalement 1/3 des établissements ont des systèmes interopérables avec leurs voisins. Bonne nouvelle, il ne reste plus que 2/3. Mon expérience me dit que ce n'est probablement pas les plus commodes, mais en tout cas, les chantiers, finalement, on les mène à bien que quand on les commence, et Confucius disait qu'un chemin de 1000 pas de 1000 lieues commence par un pas. Donc nous allons commencer par ce pas. Et plutôt la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a été dit qu'on pourra avoir un accompagnement financier pour faciliter ces dispositifs et ces collaborations. Donc un très beau chantier sur les systèmes d'information. Là, l'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est finalement que les patients qui se feront soigner dans un même territoire auront des données qui pourront suivre avec beaucoup de commodité, que les professionnels qui pourront exercer dans 2 lieux différents, mais relativement proches d'un même territoire, pourront trouver les mêmes outils. Et l'enjeu est aussi que peut-être on pourra trouver de la facilitation à mutualiser des ressources techniques dont on sait qu'elles sont des ressources rares autour des compétences des systèmes d'information. Donc finalement, plutôt des bonnes nouvelles, même si le chantier sera probablement important, nous le savons. La deuxième innovation que j'ai choisi de faire figurer au titre de la loi de modernisation du système de santé, c'est celle des plateformes territoriales d'appui. Les plateformes territoriales d'appui, finalement, ce sont des dispositifs pas nécessairement géographiques, mais en tout cas, ce sont des dispositifs qui permettent et qui font que des professionnels de santé travaillent ensemble autour de dispositifs coordonnés et de prise en charge coordonnée. Quand on sait ce que le vieillissement de la population représente, et en 2040, nous aurons 1 million de personnes âgées à l'échelle de la grande région, donc les enjeux du vieillissement et de la continuité de prise en charge, on sait ce que ça veut dire. Les maladies chroniques, on en a parlé tout à l'heure, imposent cette coordination. Il faut bien dire aussi que ce qui impose cette coordination, c'est un peu la complexité du système de soins quand même, et du système de santé au sens large. Et donc, il est essentiel de pouvoir structurer cette collaboration autour d'outils techniques, là encore, qui sont les outils d'aujourd'hui, qui sont des outils qui doivent être accessibles, évidemment aux professionnels de santé, mais aussi, dans un certain nombre de cas, aux professionnels médico-sociaux et même aux travailleurs sociaux. Encore une fois, dans des conditions
qui nécessitent d'être pensés et structurés. Mais là, dans les enjeux de prise en charge de la personne elle-même, dans son lieu de vie, c'est un point extrêmement important. Enfin, l'actualité d'aujourd'hui nous impose évidemment de parler du dossier médical qui est devenu partagé. Il était personnel, il est devenu partagé. La modification de l'adjectif ne va pas suffire à faire décoller le système. Mais en tout cas, aujourd'hui, la loi santé a prévu qu'il revient à l'assurance maladie d'avancer cette affaire, et nous travaillons avec eux bien sûr, que nous avons depuis 2 jours, un jour et demi, un décret qui prévoit ce que va contenir le dossier médical et surtout comment le consentement des patients va être recueilli, puisque ça fait l'objet d'un développement assez fort de ce décret auquel vous pourrez vous reporter. Je ne fais pas plus long, mais en tout cas ceci pour dire que cet outil essentiel dans la coordination de la prise en charge est aujourd'hui relancé sur des nouveaux fonds baptisimaux. Peut-être l'année prochaine, nous pourrons en faire un bilan, je l'espère, un peu flatteur. Il ne faut pas se cacher malgré tout que toutes ces impulsions se heurtent aussi à des difficultés qui sont finalement toujours les mêmes. Ça, j'ai l'impression de le dire d'année en année, toujours de la même manière. Nous avons aujourd'hui, en particulier autour de la télémédecine, une vraie difficulté qui est celle qui est liée à l'absence de modèle économique. Cette absence dure et perdure. Et on pourrait même s'étonner du fait que nous arrivions malgré tout à porter autant de projets alors que le modèle économique n'existe pas. C'est une vraie difficulté. Alors les choses commencent à avancer, on le voit bien. Il y a eu la fameuse expérimentation dite article 36 pour les initiés. Vous savez, il y a toujours dans les sujets techniques, les juristes rajoutent toujours un peu de subtilité pour montrer qu'il n'y a pas que les techniciens quand même qui ont leur langage à eux. Donc il y a eu une expérimentation dite article 36 qui faisait que dans quelques régions bien ciblées, 9 régions pilotes, dont l'ex-Languedoc-Roussillon d'ailleurs, il pouvait y avoir une expérience de tarification. Donc ceci évolue et avance, et petit à petit les cahiers des charges arrivent, donc ça commence là tout doucement, et on attend que ça se poursuive, parce que vraiment il ne faut pas se mentir, ce levier est pour nous essentiel, et si on veut faire en sorte de mettre vraiment la télémédecine dans le quotidien des pratiques de soins, partout, on a besoin d'un dispositif de tarification. Donc on comprend qu'il faut l'introduire avec précaution, parce qu'on sait bien que la crainte d'une spécialisation de médecins qui ne feraient plus que des pratiques à distance existe. Mais pour autant, on voit bien aujourd'hui que d'une certaine manière, là, les usages démontrent à la fois le besoin et la nécessité de pratiques qui seraient facilitées par un modèle économique qui continue de nous manquer. L'actualité d'aujourd'hui et le cadre dans lequel nous évoluons, c'est aussi la stratégie nationale e-santé qui a été publiée il y a 2 jours, juste avant l'ouverture des universités, et vous admirerez la synchronisation entre le national et le régional à la faveur de cette communication. La stratégie nationale e-santé qui a été présentée est dans un document assez structuré que vous trouverez facilement. Pour en résumer la teneur et vous en faciliter la lecture, elle est structurée autour de 4 axes que la ministre a présenté il y a 2 jours. D'abord, développer la médecine connectée à travers un plan Big Data, qui est le fruit d'une réflexion qui a été lancée il y a quelques mois. Et ce plan a pour objectif de permettre par exemple la mise au point de nouvelles applications de suivi à distance, d'interprétation de données médicales pour assister les médecins dans les diagnostics. Vous connaissez tout ça devant un public aussi averti. Je sais bien que j'ai pas de nécessité à détailler davantage. Le deuxième axe, qui est important, me semble-t-il, et vous allez comprendre pourquoi, c'est celui d'encourager la co-innovation entre les professionnels de santé, les acteurs économiques et les citoyens. Et on voit bien là l'idée d'avoir une boucle vertueuse qui associe tous ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre être porteurs des innovations, soit dans leur déclenchement, soit dans leur conduite. Le troisième volet, ça c'est vraiment un mot que j'aime bien, c'est celui qui tend à simplifier les démarches, administratives en particulier. Donc faciliter les admissions, les prises de rendez-vous en ligne, etc. J'ai souvenir que dans ce même endroit, il y a déjà quelques années, j'avais essayé d'expliquer qu'il y avait beaucoup d'enjeux là-dessus.
On est toujours content de voir qu'on a eu raison, peut-être un peu trop tôt, mais en tout cas, aujourd'hui, ça paraît évident, tellement ces choses sont diffusées dans la vie quotidienne. Et donc, il y a évidemment un enjeu majeur à garantir que le monde de la santé sait lui aussi avoir la possibilité de procurer aux usagers toutes les facilitations techniques, même si on sait bien qu'il restera une partie de la population qui, pour des raisons d'âge sans doute, mais aussi de fracture numérique, ne bénéficiera pas de ces facilités, mais pour autant, ce n'est pas une raison suffisante pour en priver les autres. Enfin, le quatrième volet, c'est celui de la sécurité des systèmes d'information sur lequel il faut évidemment mettre l'accent. Les données de santé ont une sensibilité particulière, vous le savez tous, et donc il est important que dans la stratégie nationale de la e-santé, ce volet figure. Sur un plan plus général, pour faire un peu de synthèse sur ce sujet, je suis de ceux qui considèrent qu'il était essentiel que nous ayons une stratégie nationale e-santé. Parce que ça donne un cadre. Et ce cadre est complété, si vous avez la curiosité de lire le document, par un certain nombre de pistes opérationnelles d'action. J'ai beaucoup insisté moi aussi là-dessus, j'ai eu la chance de faire partie un peu de ce groupe de travail. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir une stratégie générale et puis des pistes de déploiement pour qu'on puisse se dire dans quelques temps, voilà le cheminement qu'on a fait, on s'était donné un objectif et voilà de quelle manière on l'a atteint. Donc je pense que vraiment c'est un jalon important d'un point de vue pratique. C'est aussi un jalon important dans l'affichage d'une priorité politique fortement portée. Et donc, depuis 2 jours, nous bénéficions de ce cadre-là. Je crois que c'est quand même un jalon assez essentiel. Pour revenir à nos sujets régionaux, on ne peut pas parler de l'Occitanie sans parler de la carte, hein, évidemment. Alors, pour rappel, l'Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, voilà, on va finir par y arriver, mais ça finira par être Occitanie tout court quand même, parce que Pyrénées-Méditerranée, on est bien d'accord sur le principe, mais c'est un peu long. Ou alors on va trouver un sigle qui sera pas beau, donc on va essayer d'éviter. Voilà donc la région que vous connaissez bien. Pour rappel, 5,6 millions habitants. Pour rappel aussi, 550 km d'un bout à l'autre. Et quand on va de Céré tout en bas, dans les Pyrénées-Orientales, à Saint-Céré tout en haut, dans le Lot, là, il n'y a pas tout à fait 550 km, mais par contre, il y a une belle journée de route. Hein. Et pour parcourir, comme M. Boussaton et certains d'entre vous, cette belle région à longueur de semaine, je peux vous confirmer qu'elle est grande. Elle est d'autant plus grande qu'elle a 45% de son territoire qui est en région de montagne, et que dans ces 45% de la région, donc entre les Pyrénées et le Massif central, réside 13% de la population régionale. Ce qui est beaucoup quand même. Et vu de l'Agence régionale de santé, en termes d'accès aux soins, pour nous, c'est quand même un vrai challenge d'être capable de couvrir tout ce territoire dans des conditions d'égalité d'accès aux soins qui sont évidemment notre sujet. La carte que vous avez là, c'est celle qui est facile à lire finalement. Plus le vert est foncé, et plus on est loin d'un service d'urgence. Alors vous voyez, évidemment, on retrouve les fonds de vallée des Pyrénées, on retrouve aussi les parties que vous connaissez bien, qui sont les hauts cantons et les parties de montagne dont l'accessibilité, en particulier en hiver, est vraiment un sujet difficile. Alors, la géographie, elle est comme ça, on ne la changera pas. La population, je vous ai dit 13% à peu près dans les zones qui sont pas tout à fait en vert foncé, mais en tout cas dans là où le vert devient de plus en plus foncé. Donc on est évidemment dans l'obligation de trouver des dispositifs et pour apporter une réponse à ces populations. Il y a en particulier en l'ex-Languedoc-Roussillon, sur la partie que vous voyez autour de la Lozère par exemple, des dispositifs qui ont été mis en place historiquement, qui ont donné satisfaction, qui sont la mise en place de médecins correspondants SAMU. Ce sont des médecins libéraux qui suivent une formation particulière, à l'urgence vitale notamment. L'objectif, c'est d'avoir un maillage territorial qui permet à tout moment de mobiliser un médecin pour aller secourir des populations qui en auraient besoin. Nous travaillons à l'extension de ce dispositif qui a fait ses preuves vraiment, avec l'idée que nous puissions avoir un maillage territorial qui fasse reculer le vert foncé pour garantir qu'on a un dispositif de secours au plus près des populations partout. C'est un gros chantier évidemment,
Mais notre objectif, c'est aussi de pouvoir procurer à ces médecins correspondants SAMU, grâce à des dispositifs numériques, un adossement à leurs confrères, une possibilité de pouvoir transmettre plus vite des informations, pouvoir demander un adossement, un avis, là aussi, dans des conditions facilitées. Alors, ce n'est pas toujours très simple, parce qu'en réalité, mailler le territoire, dans un territoire comme ça, évidemment, ça nécessite de trouver des forces médicales, ça nécessite que nous, l'agence de santé, nous fassions notre affaire, des facilitations techniques, des installations, etc. Mais ça nécessite aussi que les réseaux puissent suivre partout. Et l'expérience lozérienne, dont vous voyez là que les médecins correspondants SAMU sont assez nombreux, c'est les petits points que vous apercevez. Cette expérience lozérienne nous a appris que même quand on avait les médecins, quand on avait les outils, ben on n'a pas toujours les moyens techniques de transmission. Et ça, c'est un chantier auquel la région est évidemment attentive et auquel tous les pouvoirs publics sont attentifs, parce qu'évidemment, le sujet du numérique, il est aussi porté par des questions de réseau, par des questions techniques qui sont toujours complexes, mais qui sont aujourd'hui essentielles si on veut garantir de l'égalité territoriale. Si on continue de regarder un peu la carte, voilà les maisons de santé dont vous parlait le docteur Boussaton tout à l'heure. Alors vous voyez entre les jaunes et les vertes, celles qui sont en projet, celles qui sont installées. Pour faire très court, on a un maillage territorial qui est conséquent, bien plus que dans d'autres régions, qui continue de se densifier. Et évidemment, ce sont des sujets que nous allons poursuivre parce que c'est tout à fait essentiel d'avoir la capacité de pouvoir garantir là aussi un maillage territorial. Pourquoi ça avance pas? Ça avance à moitié, mais pas complètement. Non, c'était pas ça. J'ose pas croire que c'est moi qui ai appuyé sur le mauvais bouton. Ça me paraît pas réaliste du tout, ça. Bon, tant pis, allez, on va essayer. Voilà. Donc, face à ces enjeux et à ce maillage territorial essentiel, ce que nous essayons de faire au niveau de notre région, c'est de porter quelques sujets qui sont essentiels. D'abord, essayer de lever les obstacles au fur et à mesure et de lever les freins, qui soient techniques, je viens d'en parler, qui soient aussi encore de temps en temps des freins au niveau des pratiques et de l'acceptation d'un certain nombre de sujets. Nous essayons aussi de porter des programmes sous forme de projets. Donc nous avons 4 programmes autour de ce que nous appelons la stratégie numérique Occitane en santé. C'est un titre provisoire, mais en tout cas, il nous est apparu assez joli. Et donc nous l'avons décliné en 4 programmes. Donc un programme qui concerne l'imagerie. Vous savez que l'imagerie, c'est un sujet pour les établissements de santé compliqué. Les imageurs se font rares et nous avons aujourd'hui besoin de beaucoup d'imagerie en urgence, en programmé, et nous avons besoin aussi de beaucoup d'imagerie spécialisée. Donc nous portons là un programme de densification de l'accès aux techniques d'imagerie et de mutualisation dans un certain nombre de cas pour essayer de garantir que dans tous les points du territoire, un accès à la fois aux appareils d'imagerie mais aussi à leur interprétation puisse être assuré. Nous avons un programme autour de la diffusion de l'expertise pour utiliser le potentiel régional qui est considérable. On parle beaucoup de déserts médicaux et je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y en a pas du tout dans la région, notamment en matière de médecine générale, ça reste une préoccupation. Mais nous avons aussi la chance dans cette grande région de bénéficier d'une densité d'expertise, de second recours extrêmement significative. Donc il est important d'utiliser tous les outils techniques pour l'exploiter. Le troisième volet, c'est un volet de parcours. Vous savez que la loi santé a mis l'accent sur la continuité de la prise en charge et les parcours de santé. Il est évident qu'on ne construira des parcours de santé que si nous avons des outils numériques pour pouvoir en faciliter le déploiement. Et donc, c'est le 4e axe pour nous. Et enfin, le dernier, c'est un axe de formation. Et donc ici, auprès de l'ISIS, je sais que vous allez comprendre ce que je veux dire. Il est important que nous exploitions toute l'excellence médicale de notre région pour pouvoir la déployer partout dans nos territoires. Nous avons pour cela des groupements de coopération sanitaire, nous en avons 2 encore, un en Aix-Midi-Pyrénées, un à Toulouse, un à Montpellier, pour dire court. Et donc, nous nous employons à les rapprocher. Nous aurons à l'automne une feuille de route, là aussi, qui nous donnera le délai, le mode opératoire. Je vous passe les sujets d'ingénierie juridique
qui sont pourtant un beau délice, pour vous dire que nous avons évidemment commencé à porter tous les nouveaux projets au format grande région. C'est une vraie complexité, mais c'est aussi un vrai potentiel. Et c'est là que nous pouvons mesurer que nos 13 départements de métropole nous permettent aujourd'hui d'avoir un potentiel médical, paramédical, technique, technologique considérable, et que l'enjeu aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment d'être capable de capitaliser tout ça au service de notre prochain projet régional de santé, qui sera notre actualité de 2017. Les 2 projets régionaux de santé, Aix-Midi-Pyrénées, Aix-Languedoc-Roussillon, se terminent l'année prochaine, et nous consacrerons une partie de nos efforts de 2017 à définir notre ligne stratégique et le projet régional de santé qui nous guidera pour les années à venir. Ce PRS deuxième version, puisque les premières générations étaient ceux de la création des ARS, ces PRS deuxième version ont pour caractéristique d'avoir désormais des documents un peu plus simples, mais qui continuent de couvrir tous les champs, depuis le premier recours et l'entrée dans le système de soins, jusqu'à l'hospitalier public et privé, jusqu'au médico-social, mais aussi la prévention, la promotion de la santé, comme les précédents PRS. Ils seront toutefois précédés d'un document d'intention stratégique qui sera porteur d'une vision à 10 ans. Et s'agissant d'un public très au fait des sujets numériques, et pour faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure, la prospective à 10 ans en matière numérique, ça va quand même être un vrai challenge pour lequel nous aurons besoin de vous. Donc, nous avons nos chantiers devant nous. Ils sont évidemment complexes, mais aussi très exaltants pour que nous soyons capables de porter l'ambition de la grande région en matière numérique, en santé, à la hauteur de ce qu'elle mérite et de ce que ses habitants attendent. Merci de votre attention.